Merci à l'Académie et à la CERNA de m'avoir associé à cette réflexion autour de l'éthique et des algorithmes, surtout que je ne suis pas du tout informaticien ni science dans le sens des sciences dures. Je viens d'un domaine qui est d'habitude un peu éloigné, qui est celui de l'histoire des religions. Et pourtant, il se trouve que parmi les pères de l'informatique, il y avait déjà une réflexion qui a été menée autour de la question éthique suscitée à la fois par la naissance de cette nouvelle science à l'époque, on va dire à la fin des années 40, des années 50, et les questions qu'elle a pu soulever du point de vue à la fois éthique, et c'est effectivement la figure de Norbert Wiener, le père de la cybernétique, qui publie en 1950 un ouvrage absolument remarquable et qui aujourd'hui, qui vient d'être édité en français, et qui est d'une actualité étonnante, parce qu'il s'est posé deux questions qui sont à mon avis les nôtres. La première, il s'est dit que l'informatique, ou ce qu'il appelait lui à l'époque la cybernétique, avait trois dimensions qui peuvent interroger nos rapports à la fois avec le fait religieux, l'histoire des croyances et leur transmission dans nos cultures, et en même temps soulever des questions éthiques. Une machine qui apprend, une machine qui va pouvoir produire une autre machine et les modalités de l'interface homme-machine. Il me semble que ces trois aspects aujourd'hui sont au cœur de nos réflexions autour des effets des algorithmes, à la fois sur la recherche scientifique, la mutation et l'évolution de la nature du travail et de la recherche scientifique d'un côté, et en même temps sur les usages et les pratiques sociaux, pour ne pas dire politiques et autres, qui sont associés avec cette émergence de... J'ai laissé la citation en anglais parce qu'elle est très belle, je vais essayer de la traduire. Et ce qu'il va nous dire en fait, c'est que les problèmes de l'apprentissage soulèvent des considérations à la fois normatives, mais surtout d'une éthique, d'une nature éthique. Et surtout, ça va être un risque de piège moral qu'il faut éviter à tout prix. Et qu'est-ce qu'il veut dire par un piège moral? Ce qu'il veut dire, et je vous laisse méditer la citation de Turing dans un instant, c'est qu'on a tellement tendance en Occident, avec un certain regard qui est façonné par nos traditions monothéistes, à s'imaginer ce que le numérique et l'informatique ont pu faire comme quelque chose qui est d'ordre de la création telle qu'elle a été racontée dans la Genèse. Et du coup, cette forme de rivalité, de détachement, d'une sorte de conflit entre le créateur et sa création qui peuvent façonner la dimension éthique. Et du coup, pour Wiener, c'était un piège qu'il faut éviter à tout prix. Et ce qu'il a compris, à mon avis, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est avec nous, c'est qu'il faut absolument essayer d'imaginer une autre éthique qui va prendre en compte la spécificité, la radicalité à la fois de la nature du code informatique, sa matérialité, la matérialité même de l'information et la façon dont elle nous invite à revisiter à la fois notre histoire. On le voit très bien qu'on peut raconter l'histoire de l'humanité aujourd'hui en racontant l'histoire de la transmission de l'information à la fois avec les sciences du vivant comme avec les sciences de l'informatique. Et je crois que c'est le point de départ qui est le mien. Le second point, c'est une citation de Turing qui est à la fois connue, sauf pour la dernière partie. L'idée d'une machine qui apprend peut paraître paradoxale. L'explication du paradoxe est que les règles qui seront changées dans le processus de l'apprentissage sont d'un type tout à fait modeste et ne revendiquent qu'une validité éphémère. Et ce que j'aimerais insister, c'est cette validation éphémère qui est constitutive à la fois de l'algorithmique et de la manière dont elle peut problématiser un discours théorique ou une forme de gouvernance qui ne prend pas en compte cette spécificité. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. Le lecteur peut mettre en parallèle la Constitution des États-Unis. Si vous regardez la note de l'édition d'Oxford, on nous dit qu'il était en train de plaisanter, parce qu'il avait parfois cette tendance à l'anglaise avec un sens de l'humour qui peut nous échapper. Il me semble que c'est tout à fait faux. Pourquoi il renvoie à quelque chose qui est de l'ordre à la fois juridique et un document fondateur de toute une civilisation qui a joué un rôle assez important à la fois dans la production en quelque sorte de l'informatique, parce qu'il me semble que cette validation éphémère va renvoyer à la manière de faire et de fabriquer de la loi qui est celle de common law, et qui était pratiquée surtout aux États-Unis, qui n'est pas la même dans l'Angleterre de l'époque. Parce qu'en fait, c'est précisément cette dimension de la revisite des validations éphémères qui seront réévaluées en fonction de l'évolution d'un contexte, qu'il soit social, scientifique ou autre, qui invite et qui valide un petit peu dans ce qui parle de cette validation éphémère ou provisoire. Et du coup, on a déjà deux points de vue, celui de Turing qui va nous dire qu'il faut toujours revisiter à la fois à cause de l'apprentissage
et le point de vue de Wiener qui nous dit qu'il faut inventer et imaginer une autre éthique qui correspond à la nature de l'informatique et la manière dont elle produit, elle façonne le savoir et elle le modifie, qui peut-être suscite des questions. Et en prenant à la lettre, si j'ose dire, la phrase de Turing, je me suis posé la question, parce que c'est une question à la fois de confiance et de gouvernance, en quelque sorte. La question éthique va se traduire au fur et à mesure, on le voit très bien, ça vient d'être évoqué, autour des aspects des attaques, des dimensions qui peuvent arriver, et sur lequel j'aimerais insister, cette dimension de matérialisme numérique. Je vais paraphraser d'une façon assez rapide Wiener, dans le texte de God, Golem Inc., il va faire une visite rapide de toutes les théories économiques qui ont précédé 1940. Il va parler du matérialisme historique, de la théorie du capital, du marxisme et du marxisme. Il va parler de Adam Smith et la main invisible de l'économie et tous les modèles libéraux auxquels elle a donné naissance. Et il va observer en fait que toutes ces théories, elles sont extrêmement puissantes. Elles ont modélisé le rapport entre le libre arbitre de l'individu et les choix collectifs, qu'ils soient démocratiques ou autres dans nos sociétés contemporaines, ne prennent pas encore en compte la particularité de l'information elle-même comme matière première de l'informatique et du numérique, et pour lui de la cybernétique. Et du coup, je dirais que le premier point, à mon sens, c'est de prendre en compte la radicalité du code informatique lui-même. Pourquoi? Et là, je vais reprendre la figure qui est donnée par Turing dans le texte classique de Computing Machinery Intelligence de 1948-50. Vous vous rappelez très bien, il va comparer la machine apprenante à un enfant. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, la machine va arriver à un certain degré de maturité, mais il va insister sur un point, que cette enfance est infinie. La machine apprenante n'arrivera jamais à l'âge adulte. Pourtant, pourquoi? Parce qu'elle va toujours continuer. Et la question qui va se poser avec cette ouverture, cette forme d'infinité associée à cette modalité d'apprentissage, comment imaginer une éthique qui ne soit pas du tout exclusivement conventionnelle et traditionnelle pour qu'elle puisse répondre aux contraintes qui peuvent être introduites par la manière dont la machine, dans ce sens de Turing ou de Wiener, apprend sans cesse et évolue et revisite les données et les décisions et les validations. Et du coup, on va peut-être déplacer la question, dire « in code we trust ». Est-ce qu'on doit déplacer, et je crois que c'est la question, mais je crois que mes collègues scientifiques vont parler de la nature du code lui-même, de la manière dont on peut l'auditer, le revisiter pour l'évaluer, pour éviter certains pièges. Et je dirais que peut-être une chose à reprendre, la première, c'est associer cette dimension de l'éthique émergence qui est pragmatique dans le sens américain du terme, et l'herméneutique elle-même qui est à la fois juridique, mais qui associe également le travail et les formes de validation et la manière dont ces validations façonnent à la fois le social et la recherche scientifique grâce à l'algorithme. Le second point, et c'est la question a été posée dans un roman de science-fiction publié par Wiener qui s'intitule The Tempter. C'est un roman presque illisible malheureusement, mais il est intéressant. Et il essaie d'imaginer les liens entre l'automatisation croissante et l'autonomie de l'humain d'un côté et l'autonomie croissante à venir de la machine cybernétique. Et il me semble que c'est précisément la question qui se pose aujourd'hui en quelque sorte avec ces questions de l'éthique. Mais surtout, à mon sens, il faut éviter de tomber dans le piège étymologique du sens autonomie. Comme on le sait très bien, l'autonomie dans le grec ancien, autonomos, celui qui a ses propres lois ou celui qui peut se donner ses propres lois. Et pourtant, quand on consulte les dictionnaires de l'Académie et autres, on nous donne toujours une illustration, une citation qui me semble tout à fait révélatrice. On nous dit que Rome, en tant qu'empire souverain, a parfois fait le choix de laisser certaines cités anciennes grecques vivre selon leur constitution. Et on comprend tout de suite que l'autonomie se confirme, se manifeste par des formes et des modalités de délégation. Et la question éthique qui va se poser aujourd'hui, c'est quelle sorte de délégation on va imaginer, autour de quelle gouvernance on va associer vis-à-vis à la fois ces algorithmes, ces machines dans le sens le plus large du terme. Je cite ici un auteur qui a joué un rôle, ça a été évoqué par Max à l'instant, par les fantasmes associés au pouvoir et à l'intelligence, soi-disant, des machines. C'est l'auteur anglais du 19e siècle, Samuel Butler, qui a été le premier à observer qu'il y a un problème de rythme entre l'évolution biologique et l'évolution technologique. Et l'écart
entre ces deux rythmes donne lieu à des fantasmes associés au pouvoir des machines. Un très beau texte qui s'intitule Darwin Among the Machines, et pour les lecteurs de science-fiction, ils connaissent ça par cœur parce qu'il a joué un rôle très important dans le roman de Frank Herbert de Dune, le djihad butlérien, où il fallait absolument s'attaquer aux machines. Mais pourtant, ce qu'il observe dans ce texte, et c'est quelque chose qui va revenir, c'est que le fait de l'invention à la fois de la mesure du temps par les horloges dans un premier temps, surtout il part du Moyen-Âge, et l'arrivée de ces horloges dans l'espace public, on a modifié tout le lien social, parce qu'on mesurait le temps d'une manière visible, et du coup on a organisé l'espace social avec le temps du travail, le temps privé, le temps du culte, mais il insiste un peu plus loin qu'au XIXe siècle, avec les effets de la miniaturisation. C'est l'humain qui est devenu le porteur et l'interface de cette manière de gérer le temps social. Et il me semble, dans ces effets de miniaturisation, on va retrouver aujourd'hui, avec toutes les questions éthiques qui sont soulevées par le quantified self, par le fait que le vivant est à la fois mesurable, on peut le visualiser en quelque sorte, et surtout qu'on parle déjà d'une certaine informatique dans le vivant et avec le vivant, et toutes les questions qui vont revenir, que se passe-t-il quand l'humain devient l'interface, dans quelque sorte, pas seulement avec le numérique, mais de la computation elle-même. Et là, je vais donner deux versions complètement opposées de possibles formulations de l'éthique. La première, c'est un texte classique de Hayek des années 30-40 dans le grand livre Droit, législation et liberté, où il va insister que l'éthique ne peut pas se faire que par une transmission implicite et non pas du tout explicite. Du coup, il va essayer de s'éloigner autant que possible de formes de gouvernance explicite. Ce sont des traditions morales favorables plutôt que des projets raisonnés qui ont rendu le progrès possible dans le passé et qui le feront de même dans l'avenir. La deuxième citation, c'est de l'autre côté, c'est Hans Jonas, qui a été un philosophe qui a fait sa thèse sur la gnose avec Heidegger et qui est devenu un des plus grands futurologues, et surtout avec les sciences du vivant et de la technologie, et qui va nous dire complètement un peu autre chose. L'éthique du futur ne désigne pas l'éthique dans l'avenir, mais une éthique d'aujourd'hui qui se soucie de l'avenir et entend le protéger pour nos descendants des conséquences de nos actions. C'est une forme de responsabilité actuelle et surtout, moi je trouve ce qui est intéressant parce que ça va être associé à cette dimension culturelle de l'apprentissage des machines, c'est la transmission. Comment imaginer une éthique de la transmission et de l'apprentissage à une époque où l'apprentissage même a changé de nature grâce aux machines, à l'informatique et au numérique. Et du coup, quelle éthique peut être de l'apprentissage? Et il me semble qu'il est intéressant de déplacer la question de l'intelligence vers des questions de l'apprentissage. Et je vous rappelle quand même que dans le texte, disons, fondateur de Turing de 1950, avec le titre « Computing Machinery and Intelligence », il ne parle que d'apprentissage et de pensée, « Thinking Machines », et le mot « intelligence » ne paraît pas une seule fois dans le texte. Ce qui l'intéressait, c'était plutôt à la question à la fois de la pensée et de l'apprentissage. Et il me semble qu'il y a un mythe, un certain fantasme de l'intelligence qui est associé au numérique, alors que la question peut-être doit se poser du côté de l'apprentissage, mais l'apprentissage est de sens très très complexe et qui davantage devient de plus en plus difficile à maîtriser. Le second aspect, c'est que cet apprentissage aujourd'hui, grâce à l'algorithmique, réussit dans un monde extrêmement complexe à modéliser et du coup il invite à une éthique peut-être qui doit répondre à sa nature et non pas juste respecter certains héritages qui sont très importants, très puissants pour nous, mais qui peut-être ne correspondent plus à ce que à la fois l'apprentissage algorithmique et l'informatique font aujourd'hui. Et pour essayer de conclure avec cette éthique de l'apprentissage, je dirais que cette modélisation de la complexité, la réussite dans un modèle complexe pose trois questions. Je vais reprendre cette trinité qui a été mise en place déjà par Wiener que j'avais évoquée. La première, et qui est peut-être la plus facile à envisager, mais en même temps qui a des conséquences, il me semble, assez puissantes, c'est apprendre et transmettre sont une définition de la culture. À la fois depuis l'Antiquité grecque, avec l'ère chrétienne jusqu'à nos jours, on a toujours défini dans les mutations, les transformations de ce qu'on choisit de transmettre à travers les modalités de l'apprentissage, ce que c'est que la culture. Et il me semble qu'il y a une culture numérique, c'est précisément parce que le numérique à la fois convertit, façonne
et remodélise ce qu'on a hérité dans la manière dont il nous invite et nous incite à le transmettre. Je crois que c'est un premier point qui est tout à fait essentiel. Le second aspect, c'est la nature même des résultats de la recherche scientifique aujourd'hui qui sont indissociables du travail de l'informatique et du numérique. Il est quasiment impossible de travailler, de faire de la recherche, à quelques exceptions près, sans passer par l'informatique. Et du coup, on est en droit de se poser une question autour de l'oubli de l'informatique, à la fois par les historiens et par les historiens des sciences, parce qu'elle n'a pas été considérée à l'époque que au début comme une branche des mathématiques. Il se trouve qu'elle s'est autonomisée assez vite, et du coup, on n'a presque pas d'histoire de l'informatique. Il est certes vrai que c'est extrêmement complexe et difficile, mais ça reste quelque chose d'essentiel pour pouvoir formuler quelque chose qui soit de l'ordre de l'éthique, si j'ose dire, sans avoir une maîtrise à la fois des mutations, des moments clés, des transformations et surtout des moments où ça n'a pas du tout abouti, comme dans certains cas de la soi-disant intelligence artificielle des années 50 et des années 60, pour comprendre à la fois les enjeux et aussi les pièges. Et finalement, il me semble, et c'est là, ça sera ma conclusion, et je vais reprendre ici le travail de Leslie Valiant dans Écorhythme, qui imagine un modèle d'algorithmique à l'échelle du globe. Et il se pose une question dans la conclusion de son très beau livre. S'agit-il aujourd'hui, avec l'algorithmique de la manière dont elle avance, d'une production de savoir qui est d'une nature radicalement autre de ce qu'on a fait dans notre passé, ou bien on est juste dans une sorte d'extension et d'amélioration de ce qu'on a pu faire. Il me semble que si on relit à la fois Turing, Wiener, von Neumann et tous ces gens que peut-être ont toujours des choses à nous apprendre, qu'il y a peut-être quelque chose de radicalement autre qui est en train de se mettre en place et qui nous invite et nous incite à essayer d'imaginer une autre éthique qui soit à la fois pragmatique, mais dans le sens classique de Charles Sanders Peirce, et en même temps qui soit complètement ancrée dans une compréhension de la nature du code informatique. Et je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. On a du temps pour les questions. Bouge pas. On a quelques minutes pour les questions, donc allez-y. Il est important d'avoir un dialogue avec la salle. Donc, qui veut démarrer? Gérard Berry. Oui, je voudrais me poser une question par rapport justement aux techniques d'apprentissage. Il y en a plusieurs sortes. Celle qui tend à prendre en ce moment beaucoup d'importance, c'est l'apprentissage profond, donc par réseau de couches de neurones artificiels. Et il pose une difficulté qui est bien connue des chercheurs, mais qui pour l'instant n'a qu'une difficulté, il n'y a pas d'idée pour la résoudre vraiment, qui est la non-explicabilité des résultats. Et par exemple, moi j'étais ce matin à l'Académie de médecine où les gens se posent des questions par rapport à ça, évidemment. C'est pas que les médecins savent tellement expliquer ce qu'ils font non plus, mais c'est une autre non-explicabilité. Alors, on ne sait pas quand ce problème-là sera résolu, ni s'il sera résolu, c'est un problème assez ouvert. Qu'est-ce qu'on peut en penser en termes d'éthique? Je crois, si je me permets de répondre, il y a deux façons en termes d'éthique, si j'ose dire. Il y a toujours eu, dans l'éthique classique traditionnelle, un usage, comme en mathématiques, de la conjecture, pour essayer d'imaginer quelque chose auquel on n'a pas une démonstration, une preuve, mais qui, on sait, est probablement vrai, ou en tout cas souhaitable ou favorable. Je crois qu'il y a un geste à la fois constitutif qui participe à un petit peu ce que vous venez de décrire. Mais moi, j'irai même un peu plus loin, parce qu'il me semble, avec cette manière de ne pas pouvoir maîtriser la façon dont la machine apprend, et c'est quelque chose qui, effectivement, peut susciter dans certains cas de l'angoisse, parce que c'est quelque chose qui va nous échapper dans certains imaginaires, mais il me semble, en même temps, on a toujours du mal à nous-mêmes expliciter comment on en prend. Ça participe à la nature même du savoir et de la recherche. Oui, allez-y, présentez-vous aussi. Alexei Greenbaum, commissariat à l'énergie atomique et CERNA. J'entends bien votre appel avec Hans Jonas à faire de l'éthique nouvelle, à chercher une éthique nouvelle pour des technologies nouvelles. Et pourtant, à la fin de sa vie, nous le savons bien, Hans Jonas est revenu à une réflexion traditionnelle et il a fini par dire oui, en fait, il faut se nourrir de la tradition parce que c'est un peu illusoire de vouloir trouver pour chaque technologie nouvelle une éthique nouvelle. Ne pensez-vous pas que pour construire une éthique du numérique,
il conviendrait plutôt de se nourrir des traditions, peut-être autres traditions que celles qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui dans la réflexion éthique, plutôt que de se donner cet impératif de nouveauté morale ou de nouveauté éthique qu'on ne sait pas très bien comment réaliser. Non, merci beaucoup, mais je crois qu'il y a un malentendu. Moi, j'ai cité Hans Jonas, je suis très conscient qu'il est revenu sur le pouvoir et le rôle important de la tradition. Il me semble que ce que j'ai essayé de proposer, ce n'est pas du tout un départ radical, mais plutôt que se dire, au lieu de se poser des questions autour de la manière dont on a fabriqué l'éthique, il faut peut-être prendre le point de vue qui était peut-être celui de Turing dans sa thèse, qui était quand même un lecteur des pragmatistes américains quand il était à Princeton, et de regarder l'objet lui-même et essayer de voir comment, avec la nature de cet objet, la manière dont on peut se le représenter, en l'insérant dans une tradition, ce que j'ai essayé de le faire, on peut imaginer quelque chose d'autre. Le problème que j'ai avec Jonas, il a toujours été partagé entre, d'un côté, sa dimension gnostique, si j'ose dire, dans ses premiers travaux, et un retour à la fin qui était un peu un essai de récapitulation qui suscite pas mal de problèmes. Il a une autre manière de se poser la question, qui était celle de Max Weber, entre les deux morales, la morale de politique, la morale du chercheur, une morale de la responsabilité, une morale de la conviction, et qui, comme on le sait très bien déjà par les critiques formulées à l'époque par Emoran, ce n'est pas suffisant parce qu'on est dans une complexité qui ne correspond plus à ce partage. Ce qui est curieux avec le numérique, mais probablement vous le connaissez mieux que moi, c'est qu'il y a une hybridation croissante à la fois des fonctions et des positions qui suscite un regard autre. Ce n'est pas juste un départ et une rupture avec le passé. Pierre Léna. Dans votre présentation de l'éthique du numérique, j'ai cru entendre qu'il s'agissait essentiellement de l'éthique de ceux qui la créent, qui l'utilisent, qui l'appliquent socialement. Est-ce que vous allez jusqu'à interroger l'introduction de l'éthique dans le comportement même de la machine? Exemple, le robot qui fait la guerre. Oui, je suis allé vite, je n'avais pas le temps, c'est une question qui m'intéresse énormément. À la fois, ça peut être une question d'éthique ou une question de gouvernance, parce que la question du robot dans une situation de conflit, c'est une question qui est à la fois classique, qui va reprendre l'histoire de la guerre juste, mais avec des modélisations qui reviennent aujourd'hui en fonction de la particularité de ces formes d'insertion, de soi-disant suppléants pour ne pas dire autre chose. Il me semble que là, il y a une autre manière de penser les choses. On a, si je me permets une seconde, on peut observer que l'époque, on va dire utopique du web, comme on dit aujourd'hui, a été dominée par des figures et des métaphores maritimes. On était dans la navigation, dans le surfing et ainsi de suite. C'est intéressant pour une simple raison, non pas parce que c'était des figures faciles, mais parce que ça donnait une idée de cet espace ouvert sans frontières. Il se trouve que le droit international au début du XXe siècle a vu naissance grâce à l'évolution du droit maritime. C'était la seule forme de gouvernance, on va dire, internationale qui a réussi. Et peut-être qu'on a besoin de quelque chose de cet ordre-là, mais là, aujourd'hui, quand même, on observe un certain retour de territoire et des frontières classiques, et les robots sont le cas le plus parlant de ce retour qui complexifie un petit peu les choses. Et je crois... Par contre, mais je crois que ma collègue va en parler peut-être, Laurence, qu'on a aussi la science-fiction, je n'ai pas eu le temps d'y entrer, que ce soit chez Asimov ou ailleurs, on a pu essayer, extrapoler, modéliser les lois de la robotique pour donner des formes de responsabilité à cette machine soi-disant autonome ou consciente.